de rejoindre les salles. Je vais parler de TipTrack, mais après j'en parlerai plus. On fait des systèmes de suivi de performance des équipements. On est, je pense, leader européen aujourd'hui. On a quasiment 3000 machines connectées. On est dans 30 pays. On a une filiale à Chicago qu'on a ouverte en début d'année, une filiale en Chine qu'on a depuis avant Covid. Et en fait, on réussit avec ça à connecter n'importe quel type de machine à des prix ultra compétitifs. On parle de 2-3 000 euros par machine. Matériel, logiciel, tout clé en main. Et on va venir créer de la transparence, un peu comme une montre Garmin le fait pour un coureur, mais pour les équipements industriels. Et à partir de ça, on a une plateforme d'analyse où on sort des rapports, des indicateurs temps réel. Voilà. Aujourd'hui, on est très spécifique, on est très spécialisé, on est très bon dans ce qu'on fait, mais on est aussi limité à, on suit les OF, on suit les quantités, on fait un petit peu plus large que la performance machine, mais on est vraiment concentré sur ce créneau. J'ai défini les standards de TRS chez plusieurs entreprises, mais ces trois-là en particulier, chez Essilor. Donc, quand j'étais au BCG, on a fait le programme de transformation qui s'appelle LIFE. Donc, c'est moi qui ai mis en place les standards TRS et OI chez Essilor. Chez Alstom, même chose. Et récemment, chez Safran, plutôt en Angleterre, où on a aidé à réécrire les standards. Qu'est-ce que ça veut dire réécrire les standards? C'est-à-dire que le TRS, l'OI, c'est des standards qui sont à peu près classiques, encore qu'on a une norme AFNOR en France, puis tout le monde le met un peu à sa sauce. Mais ce qui compte, et là c'est un chapitre quasiment à part entière, c'est comment on définit les indicateurs pour aller dans quelle direction. Je vais réaborder un peu le sujet. Qui en est responsable? Qui doit en être informé? Et donc on finit par construire une sorte de réseau, de système centré sur les indicateurs, où on s'assure que chaque indicateur fait avancer l'entreprise dans la bonne direction et que les gens qui doivent à la fois travailler pour améliorer ces indicateurs et qui les suivent soient bien informés. Donc le TRS, alors je vais reprendre la notion de valeur ajoutée parce que c'est celle qui fait foi. Donc, vous avez sûrement tous entendu parler du Lean Manufacturing. Donc le Lean Manufacturing, c'est plein d'outils, plein de mots japonais, plein de choses, mais en fait ça correspond à une seule chose, c'est de s'assurer que tous les gens qui font quelque chose dans l'entreprise font quelque chose qui produit de la valeur ajoutée. Donc je suis dans une usine, j'assemble une voiture, qu'est-ce qui réellement... Alors après, on peut avoir différents degrés de finesse, mais je fais une voiture, qu'est-ce qui fait de la valeur ajoutée pendant la production? C'est le fait de vraiment visser le boulon. Et en fait, si on veut aller plus loin, le boulon, il sert à faire quoi? Il sert à joindre deux parties ensemble. Donc la valeur ajoutée, c'est de joindre ces deux parties. Et en fait, on va être dans une réflexion constante de s'assurer que tout le monde fait tout le temps les tâches à valeur ajoutée. Et je reprends l'exemple du boulon. Si vous avez un filetage qui fait 5 cm, mais que le boulon fait 2 cm, ça va être long à visser. Donc là, on peut rentrer dans des logiques d'optimisation du filetage. Peut-être que le filetage, au lieu de faire 5, il peut faire 3. Donc on sauve du temps, on améliore, et c'est ce qu'on cherche à améliorer cette non-valeur ajoutée. Il y en a qui va être obligatoire, qu'on ne pourra jamais enlever. Par exemple, je dois prendre mon outil et je dois m'approcher de la voiture. Donc ça n'a pas vraiment de valeur ajoutée, mais si on veut mettre le boulon, on est obligé d'aller chercher cet outil. Puis en contrepartie, mon outil est plus proche. Donc là, j'ai plus à aller le chercher loin. Donc j'élimine de la valeur non ajoutée et donc on améliore. Donc le temps de l'opérateur, c'est souvent centré sur l'opérateur, en termes de pourcentage, est toujours de plus en plus élevé autour de la valeur ajoutée. Pour les machines, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose et c'est la logique du TRS, c'est-à-dire qu'on a un temps utile. Le temps utile, c'est le temps pendant lequel la machine produit une pièce bonne. Voilà. Les machines, elles ont des cadences, elles ont des standards. On essaie de se référer aux standards de ces machines. Et donc, le temps utile, c'est le temps de production de pièces bonnes. Et ensuite, il y a plein de types de pertes. Donc, on va avoir la non-qualité. Donc, je produis des pièces, mais elles ne sont pas utilisables. Donc, j'ai la non-qualité. La machine, au lieu de tourner à 30 coups minutes, elle tourne à 28 coups minutes. Donc, on a des écarts de cadence. On va avoir tous les arrêts propres. Ça veut dire quoi? La machine tombe en panne ou elle a plein de petits arrêts. Donc, on va pouvoir avoir ces catégories ici. Les arrêts volontaires ou prévus. Donc là, on a plusieurs types d'arrêts volontaires et prévus. Les pauses, les maintenances préventives, tout ce qui fait qu'on arrête l'équipement pour faire quelque chose qu'on pense utile. Il y a plein de choses qui ne le sont pas, mais généralement, les gens pensent que c'est utile. Et ensuite, il y a les fermetures. On ne travaille pas la nuit, on ne travaille pas les week-ends. Voilà. Et donc, avec ça, on réussit à décomposer assez finement. Et ça, c'est ce que je vous disais, les standards, en fonction de ce qu'on fait, avec qui on travaille, on va avoir ces séparations, puis des calculs d'indicateurs qui sont différents. Par exemple, dans les arrêts propres et induits, on peut avoir les pannes. On peut décider de séparer pour mettre les pannes et le reste. Comme ça, on sait vraiment ce qui est lié aux pannes machines. Derrière ça, on a des ratios. Donc, on a un ratio de qualité, performance, disponibilité. Bon, je n'entrerai pas dans les détails parce que c'est peut-être un peu trop mathématique pour l'intérêt de cette présentation. Mais en fait, il y a 3 indicateurs qui ressortent. TRS. Donc, je pense que tout le monde on parlait du TRS. Donc, le TRS, c'est le ratio du temps utile sur le ratio du temps requis. Donc, pour faire simple, c'est le temps produit à faire des pièces bonnes sur le temps de production prévu. Et à l'inverse, le TRE,
ne parlerai pas du TRG. Le TRE, c'est le temps utile sur le temps total. Et en anglais, ça s'appelle TEEP, T-E-E-P. Voilà. Donc, c'est pourquoi la boîte s'appelle TEEP Track. Et en fait, ces ratios, généralement, sont très faibles. Si on regarde ça, le TRE, j'ai des clients, je ne donnerai pas de nom, mais qui sont à 3%. Donc, il y a des machines qui coûtent des millions et qui tournent très très peu, soit parce qu'elles ne sont pas chargées, soit parce que il y a toujours plein de bonnes raisons. Disons qu'on veut améliorer ces indicateurs. Et il y a quelques prérequis, ils ont été bien définis, on sait ce qu'on veut faire, blablabla, mais bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, la première des choses, c'est les coûts. Pourquoi? Parce que les équipements, en fait, ils ont des subtilités. En fonction des industries dans lesquelles on est, on va chercher à travailler les catégories de pertes de manière différente. Je vais vous donner un exemple. On est le fournisseur de chez Savencia. Vous connaissez Savencia, c'est le tiers des fromages en France. On fait Caprice des Dieux, Braise Bleue, le rustique. Bon, bref, on fait plein de fromages. Et en fait, les fromages ont une particularité, c'est que le coût matière première est énorme par rapport au coût pièce. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de partager les chiffres, mais l'ordre de grandeur, c'est que si on prend un fromage, son coût de production, 90% de son coût de production, c'est le coût du lait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je jette un fromage à la poubelle, je le jette, il faut que j'en produise 9 pour pouvoir compenser ma perte. Donc on a tout intérêt à peut-être aller un peu moins vite avec la machine, mais être à bien meilleur au niveau de la qualité que l'inverse. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la façon dont on travaille les indicateurs doivent prendre en compte les coûts, parce que très vite, on peut faire des choses qui font augmenter les chiffres dans une direction positive, mais qui, in fine, coûtent plus cher à l'entreprise. Par exemple, la fabrication d'équipements médicaux, l'injection plastique, coût matière première quasi nul, prix de vente faramineux. Eux, ils ont tout intérêt à cracher du feu de Dieu, quitte à ce qu'ils en jettent quelques-uns. C'est pas grave, parce que le marché va être capable de digérer, ils vont gagner plein d'argent. Donc, les coûts, c'est hyper important. Et en fait, c'est une des choses qui fait que quand on discute avec les directeurs d'usine ou même les industriels, on fait venir le contrôle de gestion, puis en fait les gens sont pas au courant. Et ça m'est arrivé souvent dans les usines où les gens sont pas au courant de ces ratios de 9 pour 1. Et donc qu'est-ce qui arrive? On travaille, mais on ne sait pas exactement dans quelle direction on devrait aller. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, focus sur la valeur ajoutée. Ce qui est vrai pour l'équipement devrait être aussi vrai pour les hommes avec les outils digitaux qu'on met en place. Alors peut-être qu'il y a un outil qui a longtemps été utilisé dans l'industrie, qui s'appelle le TACT Board. C'est T-A-K-T, Board, B-O-A-R-D. Donc, c'est un tableau où les gens, heure par heure, vont noter le nombre de pièces qu'ils ont produit et le nombre de pièces qu'ils auraient dû produire. Parce qu'il y a 10, 15, 20 ans, il n'y avait pas de digitalisation. Donc, comment on faisait pour savoir si on avançait à la bonne vitesse? On faisait simplement ce petit tableau. Et quand on était très loin de la cible, on mettait, heure par heure, les 2-3 causes qui nous ont empêchés d'atteindre notre cible. C'est déjà pas mal, hein? Déjà, on avait des choses pas mal. Et c'est ce qui se faisait beaucoup dans l'automobile. On a aussi Stellantis comme client, c'est quelque chose qu'on retrouvait chez eux. Le problème, c'est que c'est très long et très chronophage. Et les mesures de temps sont très peu précises. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement combien on a perdu. On sait que cette heure-là, on a perdu tant de pièces pour à peu près telle raison. Et donc, ce qu'on dit, c'est que la technologie qu'on a aujourd'hui, elle est très facile avec des capteurs de savoir si une machine fonctionne ou ne fonctionne pas. Ça ne fait aucun sens d'avoir un humain qui fait ce travail. En contrepartie, de dire pourquoi une machine s'arrête, là, ça fait du sens. Alors, encore une fois, on commence à avoir un peu l'expérience. Les systèmes 100% automatisés qui remontent les causes derrière la machine, ça ne fonctionne pas. Alors, on fait aussi de l'OPCUA, pour ceux qui connaissent. On peut se connecter à l'automate. On a plein de codes d'erreur qui ne nous permettent pas de comprendre pourquoi la machine ne fonctionne pas. J'ouvre une porte, la machine s'arrête. Le code d'erreur dans l'automate, ça va être porte ouverte. Quand on fait une analyse une semaine après ou 2 semaines après, on ne sait pas vraiment ce qui est arrivé. La porte ouverte, on veut savoir, j'ai dû nettoyer, j'ai eu un bourrage, j'ai dû... bref, il y a plein de choses qui font que la porte ouverte. Et donc, on doit impliquer l'humain qui, pour le moment, en tout cas, et je ne pense pas à moyen terme ni long terme, est remplaçable. L'analyse de la donnée, là, on en revient. Combien de gens travaillent sur Excel? On reprend l'exemple du TACT Board. Il y a quelqu'un qui mettait ça dans Excel, qui faisait des indicateurs, des ci, des ça, des rapports. Ça prend beaucoup de temps. Ça, aujourd'hui, on est très facilement capable de l'automatiser. Et la dernière des choses, c'est les actions. Et là, les actions, pour le moment, aujourd'hui, il faut toujours demander un LLM, mais le fait d'avoir passé 10-15 ans dans une usine, ce savoir, il est compliqué à transmettre à un LLM. Donc, quand on a des machines, des problèmes, des pertes, il faut quand même que l'humain soit impliqué pour la mise en place des actions. Et donc, quand on comprend ça, on finit par avoir un système, c'est des routines managériales et des outils qui sont efficaces. On ne perd pas de temps à améliorer la performance. La façon dont on améliore la performance est efficace. Une fois qu'on a les données, il faut quand même qu'on voit comment on agit sur ces données. Un des trucs qui est très difficile, c'est d'avoir cette capacité de remonter les problèmes et d'avoir une redescente d'informations au niveau des équipes. Pourquoi? Parce que si on regarde l'ensemble des causes qui font qu'une machine ne produit pas, on peut avoir des choses qui sont propres aux opérateurs. Donc,
un manque d'assiduité, manque de formation. Bon, il y a plein de choses qui font qu'à son niveau, l'opérateur peut améliorer la performance machine. Mais il arrive un moment où l'opérateur, par exemple, sa machine est constamment en panne. Alors, c'est pas un bon exemple. Et donc ça, d'être capable de remonter, redescendre, d'avoir des routines managériales à tous les niveaux et des processus d'escalade, c'est clé, parce que pour améliorer les machines, on a besoin d'impliquer tout le monde. Ça, c'est un peu long à expliquer, mais c'est très puissant. C'est de se dire, je suis directeur d'usine, je veux que mes équipes améliorent le TRS. Donc en fait, j'ai un certain comportement que j'attends des gens dans l'usine. Et si je veux que ce comportement fonctionne, j'ai deux choses à mettre en place. La première des choses, c'est ce qu'on appelle les antécédents. Si les antécédents ne sont pas là, ça ne peut pas fonctionner. Donc je vous donne un exemple. J'ai Paul qui travaille sur sa machine tous les jours. Je lui dis, Paul, améliore la performance de la machine. Pauvre Paul, d'abord, il faut peut-être qu'il ait un outil pour mesurer la performance de la machine. Il faut peut-être qu'il y ait des indicateurs clairs. Qu'est-ce qu'on lui demande d'améliorer à Paul ? Paul, est-ce qu'il est suffisamment smart et suffisamment formé pour le faire ? Donc c'est pas méchant, mais c'est ça la vie. Hein. Il faut que Paul il soit capable de faire les choses, puis il faut que Paul soit suffisamment compétent pour les faire. Et ensuite, Paul, je lui demande de sauver le monde, mais je lui fournis pas de PC, je lui fournis pas de tableau, je lui fournis pas de... Bon bref, Paul, il est un peu à court de moyens. Ben, ça fonctionnera pas. Hein. Donc, Paul, il a besoin de ses antécédents pour être capable d'exécuter le comportement que j'attends de lui. Le problème, c'est que je peux donner tout ça à Paul et rien va se passer. Et pourquoi ? Parce qu'il faut des conséquences. Et les conséquences, ce n'est pas nécessairement péjoratif ou négatif, c'est-à-dire que j'améliore la performance machine, qu'est-ce qui arrive ? Ah, j'ai une reconnaissance de mes pairs. Ah, j'ai ma hiérarchie qui me donne une petite augmentation. Ah, j'ai un chèque cadeau Amazon. Donc, c'est des choses positives. Je ne le fais pas. Je n'ai pas d'augmentation en fin d'année. Ça peut être positif comme négatif. Hein. Mais il faut que le comportement génère une conséquence. Et la conséquence, c'est 80% de l'impact. Et donc ça, il y a beaucoup de choses, beaucoup de gens dans les usines qui demandent à tout le monde de faire plus, de mettre des plans d'action, d'améliorer, mais qu'ils le fassent ou qu'ils ne le fassent pas, il n'y a rien qui se passe. Donc généralement, si on a un effort qui est demandé mais qu'il n'y a rien qui se passe derrière, il ne se passe rien. Dernière des choses, mesurer et communiquer. Alors je ne veux pas vous sortir toutes les citations Lean, mais grosso modo, pour améliorer quelque chose, il faut le mesurer. Et ensuite, il faut être capable de suivre sa trajectoire. Et donc le TRS, c'est un des très bons exemples. C'est intéressant de savoir de où on part et vers quelle direction on va. Pourquoi ? Parce que les indicateurs, comme je l'expliquais un peu plus tôt, n'ont pas des standards universels. Tout le monde a des définitions différentes. Et donc on s'en fout un peu du chiffre en lui-même. Ce qui compte, c'est que ce chiffre, il soit calculé d'une façon qui fait que quand il s'améliore, c'est mieux pour l'entreprise, et ensuite on regarde s'il s'améliore. Voilà. Et donc il y a des entreprises qui vont être à 20%, 30%. J'ai des machines chez Stellantis qui sont à 92, 94%. Ben, quand ils gagnent 1 point, eux, ils sont très contents. Puis j'ai des clients qui sont passés, comme on a vu, par exemple à Chinsun, on a une étude de cas qu'on a de manière publique, qui sont passés de 42 à 75%. Parce que bon, je pourrais vous raconter l'histoire un jour, mais grosso modo, il y avait un gros problème sur la machine, puis ils n'avaient pas les outils pour le faire. Mais le fait de voir cette augmentation, de bien le mesurer et de mettre en avant le fait que ça fonctionne, ça permet de réussir ces transformations autour du TRS. Une question. Allez-y. D'un point de vue des nouvelles technologies, pour vous, c'est quoi là globalement ce qui va arriver et qui va permettre d'améliorer vraiment le TRS c'est quoi les usages ? En fait, si on reprend, parce que le TRS c'est vraiment large, je suis de ceux qui pensent qu'il faut rester sur une techno simple, qui mesure si la machine fonctionne ou ne fonctionne pas, et impliquer les opérateurs. En fait, on a deux modes. On a un mode où on remonte les choses de manière automatique. Par exemple, la machine surchauffe. On n'a pas besoin de demander à l'opérateur, on va la voir. Après, quand l'opérateur doit faire des changements de format, des réglages, il part prendre en pause, il manque un opérateur, la machine ne peut pas tourner, donc on ne peut pas remplacer l'humain. Donc tout ça fait qu'on peut expliquer ces arrêts. Et ensuite, à l'intérieur de ces arrêts, il y a des technos qui servent à régler chacun de ces problèmes. Il y a beaucoup de problèmes humains. Franchement, en fait, quand on donne un chiffre, on dit que c'est 75% des arrêts machines, c'est des problèmes humains. Donc on peut mettre de la techno autant qu'on veut, ça ne va pas fonctionner. C'est vraiment des problèmes organisationnels. Est-ce que les gens sont, la façon dont ils travaillent, la façon... Et après, il y a le reste. Donc si on regarde la non-qualité, il y a plein de produits techno sur la non-qualité. La reconnaissance avec les caméras, il peut avoir... Bon, après, il y a le terme IA qu'on peut mettre un peu partout, mais grosso modo, il y a des technos pour améliorer la qualité, puis elles sont très spécifiques aux industries. Si on regarde les pièces auto, les pièces aéro, on va avoir du contrôle non destructif, on va avoir du contrôle visuel. Si on regarde dans l'alimentaire, on va avoir des analyses. Puis même dans le cosmétique, on a des clients dans le cosmétique. On fait, par exemple, on travaille avec une boîte de cosmétiques pour être sûr qu'on contrôle le process
et qu'on arrive à lier le process avec le résultat qualité. Donc il y a plein de choses. Les écarts de cadence, ça c'est un peu plus compliqué, mais grosso modo, on veut s'assurer que la machine tourne à la cadence pour laquelle elle a été vendue au client. Donc là, c'est souvent soit les gens qui trichent un petit peu, ils peuvent aller plus vite et plus lentement. On a vu chez certains clients qui font tourner la machine à 110%, ils finissent un peu en avance, puis ils se barrent. Et pourquoi pas, mais souvent quand on fait tourner la machine à 110%, il y a des chances qu'elle s'use plus rapidement. Les arrêts propres, c'est principalement les pannes. Donc là, les pannes, on a pléthore de solutions d'analyse du courant, il y a plein de technos. Puis en fait, ça c'est la captation, puis derrière on peut mettre tout type d'analyse, y compris de l'IA. Puis après, le volontaire est prévu et les fermetures. Là, on retourne sur des problèmes humains. Donc il n'y a pas vraiment de techno qui va révolutionner pour tout le monde le TRS. Il faut d'abord une bonne compréhension, puis ensuite en fonction des problématiques, on met la bonne techno au bon endroit.